en 2020-2021, ils ont utilisé 80 partenaires bancaires différents. Ça veut dire qu'il y a 80 banques qui ont fermé leur compte en banque successivement. Et ce qui est vraiment donc débile d'un point de vue géopolitique et qui est débile d'un point de vue politique, parce qu'ils ont laissé un boulevard à Trump pour pouvoir s'emparer du truc et le dire, vous voyez, eux, ils sont complètement contre. Moi, je vais dire que je suis pour. Et en fait, en faisant ça, tu gagnes quand même plus de voix qu'en étant contre. En étant contre, il n'y a pas grand monde qui va voter pour toi parce que tu es contre la crypto, mais il va y avoir plein de gens qui vont voter pour toi parce que tu es pour, tu vois. Les ETF Bitcoin, qui est aujourd'hui le produit de BlackRock le plus profitable. T'as Larry Fink, qui est donc le CEO de BlackRock, qui parle de la crypto toute la journée. Par rapport aux US, en fait, il y a deux philosophies totalement différentes en Europe. En Europe, on pousse pour un euro numérique. Aux US, on l'a interdit. Et à partir du moment où ces géants qui ont toute la liquidité ont pris leur place sur le marché, mis à part par des plays un peu réglementaires où tu vas interdire l'accès au stablecoin dollar, ce qui serait vraiment très triste à voir, c'est un peu les seules armes qui te restent, quoi, globalement, tu vois. Faudrait faire quoi pour toi pour essayer de les rattraper? Tu penses qu'Ethereum est en train de se métamorphoser pour accueillir cette finance on-chain, cette finance traditionnelle qui va migrer sur la blockchain? Ou tu vois d'autres acteurs comme Solana ou autres aussi tirer leur épingle du jeu? Salut Antoine. Salut Urbain. Bienvenue sur le podcast de Cryptost. Merci. Aujourd'hui, on te reçoit pour parler institutionnalisation des crypto-monnaies. On va parler aussi de ton expérience au sein de Cryptio que tu as fondé. Et puis, on va discuter de comment est-ce que les États-Unis et de manière plus générale la finance traditionnelle est-elle en train de s'approprier ou non la crypto. Super. Mais déjà, est-ce que tu peux rapidement te présenter Cryptio? Oui, bien sûr. Déjà, merci pour l'invite. Ça fait plaisir d'être là. Donc je m'appelle Antoine, je suis fondateur d'une boîte que j'ai montée il y a 7 ans et demi, bientôt 8 ans, qui s'appelle Cryptio. On est les leaders de solutions de back-office et de middle-office pour des entreprises, des institutions financières, des banques qui gèrent de la crypto ou des digital assets en général. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on aide des boîtes qui touchent à la crypto, à traquer l'intégralité de leurs transactions crypto, à automatiser la réconciliation, la comptabilité, le reporting, et plein de choses qu'on pourrait trouver un peu boring, mais qui sont vraiment nécessaires et qui sont surtout nécessaires dans cette phase dans laquelle on est. On en parlera, mais d'institutionnalisation de la crypto. Donc ça fait 7 ans et demi que je fais ça. C'est mon premier taf parce que j'ai monté la boîte quand j'étais encore à l'école. J'ai fait une école de commerce à Paris. Et j'ai été très intéressé par les cryptos à partir de 2016-2017. J'ai toujours eu cette envie de monter une boîte. Donc ça a paru assez tôt évident que j'allais monter une boîte dans la crypto. J'ai essayé de réfléchir à des idées. Et j'ai toujours été attiré par un peu les potentielles applications plutôt B2B, enterprise de la crypto. Et donc quand j'ai commencé à réfléchir à des idées, je me suis penché plutôt de ce côté-là. Et pour plein de raisons, en fait, je cherchais un truc qui semblait être un pain évident dans le futur, si jamais il y allait y avoir de plus en plus de boîtes qui allaient adopter des cryptos, et qui était... j'aime bien un peu cette idée de bosser sur des trucs qui sont pas très sexy, comme ça les gens ils regardent pas trop ce sujet, t'as pas trop de concurrents pendant un certain temps, quoi. Et donc pour plein de raisons, la comptabilité crypto est apparue comme un sujet qui était pas sexy et qui, si jamais la crypto devient un gros truc, allait devenir un sujet. Donc j'ai commencé à me pencher sur le sujet il y a maintenant 7 ans et demi. Et voilà, et me voilà aujourd'hui. Ok, c'est un beau parcours parce que vous êtes plus d'une centaine, ça tu me disais, d'employés. Ouais. Vous avez levé 25 millions sur votre dernier tour de financement. Pour une première boîte, c'est plutôt pas mal. Ouais, ça se passe bien. Ça a mis du temps à commencer. Comme on disait tout à l'heure, en 2018, quand tu veux essayer de réfléchir à des sujets de comptabilité, crypto, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont intéressés pour pouvoir parler de ça avec toi. Et un peu les gens qui te disent « qu'est-ce que tu fous ?» quoi. Donc à l'époque, j'avais contacté plein d'ICO qui venaient de lever plein d'argent en leur disant l'année prochaine, quand vous allez clôturer vos comptes, vous allez sans doute galérer. Moi, je suis chaud pour qu'on travaille ensemble pour essayer de comprendre comment on peut résoudre vos problèmes. Et je dois dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui m'ont répondu. Quand certains m'ont répondu, c'était vraiment pour me dire genre, va en enfer et ne me parle plus jamais. Et donc les premières années de la boîte, ça a été quand même très lent. Et à partir de 2020, les choses vraiment ont commencé à bien s'aligner. Et le fait qu'on avait quand même commencé très early a commencé quand même à payer, parce qu'il y a d'autres concurrents qui sont arrivés et on était bien positionnés.
Et depuis 2020, la boîte se développe bien en parallèle avec le marché et l'institutionnalisation de la crypto. Mais c'est ça, 2017, les ICO, bon, des fois c'était des gens dans leur salon qui lançaient ça, ils n'avaient pas envie de faire de la compta, ou alors même d'un point de vue légal, de toute façon, il ne fallait pas qu'ils en fassent, puisqu'il y avait quelques soucis là-dessus. Exactement. Donc c'était vraiment pas trop un sujet, qui les intéressait. Ok. Et du coup, bon, on arrive sur le point 2020. Donc pour toi, 2020, c'est le point de bascule du commencement de l'institutionnalisation du marché des crypto-monnaies. Bon, même s'il y en avait déjà un petit peu avant, mais en tout cas, à partir de 2020, tu as senti une accélération? J'ai senti une accélération dans les entreprises, nous, dans le marché adressable. Mais on ne peut vraiment pas dire que c'était institutionnel. Donc nous, on vend vraiment à n'importe quelle entreprise qui, pour n'importe quelle raison, se retrouve avec des cryptos à son bilan. Et on se concentre depuis toujours sur les entreprises qui sont en gros très liées au marché de la crypto. C'est-à-dire qu'on va pas, on ne vend pas à une entreprise qui fait, je sais pas, des entreprises normales entre guillemets qui vont acheter 100 000 $ de Bitcoin qui vont mettre 100 000 $ de Bitcoin dans leur trésorerie. On se focus sur des boîtes qui font des trucs relativement complexes avec la crypto. Et donc à partir de 2020, en fait, c'est à partir du bull market qui a commencé après le Covid. On a vu beaucoup de nouveaux entrants, start-up, lever de l'argent sur plein de use cases. Et donc nous, c'est là, à ce moment-là, où on a commencé à avoir plus de boîtes à qui on pouvait vendre. Quand avant, c'était vraiment cette première vague de boîtes d'ICO. C'était très déclinant. La plupart de ces boîtes-là, comme on a dit, se s'en foutaient de la compta. La grande majorité, de toutes les façons, étaient soit des scams, soit des trucs qui, de toutes les façons, n'allaient nulle part. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où on a vu arriver des business un peu plus legit, je dirais. Et donc, on a commencé vraiment à croître. Mais ça restait des startups. Et d'ailleurs, dont beaucoup d'entre elles sont mortes quelques années après parce qu'elles étaient focus sur des use cases qui, tu vois, n'ont pas fonctionné, elles n'ont pas pu relever plus tard. Et donc, les NFT, par exemple, c'est un bon exemple. Donc voilà, mais non, je dirais que l'institutionnalisation de la crypto, c'est plutôt un truc de ces 2 dernières années, voire de cette année, plutôt que de 2020. Ok. Parce que vous bossez quand même avec des belles boîtes, Circle, donc l'émetteur du stablecoin USDC, Gemini, la plateforme d'échange, Uniswap, l'Optimism, WorldCoin, etc. Ouais, on bosse à la fois avec. Donc historiquement, on bosse avec des startups crypto. Puis au fur et à mesure, en fait, que le marché il est devenu de plus en plus mature et qu'il y a des acteurs de plus en plus gros. Nous, on a fait plutôt un bon travail et essayé à chaque fois de pouvoir grossir avec le marché, de travailler avec des gens de plus en plus gros. Donc, par exemple, quand on a commencé, on a vraiment été les premiers à aider des entreprises vraiment à clôturer leur compte pour la première fois avec de la crypto à l'intérieur et à développer donc ce logiciel qui leur permet de faire ça. Ensuite, il y a certaines de ces boîtes-là qui ont commencé à grossir, à faire du revenu. On a été les premiers à aider, enfin être l'infrastructure d'une entreprise qui se fait auditer ses comptes, tu vois, par des Big Four ou par des auditeurs. Un gros client là, qui est un client stratégique avec lequel on travaille depuis longtemps, c'est Consensus. On fait tout le back-office de MetaMask et de tous les autres business de Consensus. Mais par exemple, en 2020, les revenus de MetaMask, c'était vraiment incroyable en termes de nombre de transactions, en termes de protocoles, etc. Il y avait, la variété des protocoles, il y avait une complexité qui était très, très, très importante. Et donc, on a été les premiers à adresser ce genre de complexité. Et aujourd'hui, on bosse avec des boîtes publiques. Donc, Circle, c'en est une. On a commencé à bosser avec eux il y a plus d'1 an, avant qu'ils deviennent publics. Donc, et donc, on a mis en bourse. On a mis toute l'infrastructure en place, qui aujourd'hui va leur permettre de vivre comme une boîte publique. Donc, en fait, c'est l'histoire de la boîte, c'est vraiment de réussir à construire toujours le prochain niveau de complexité et d'essayer de construire les bons outils à la fois avec les boîtes, avec les auditeurs, avec les régulateurs, et d'essayer de vraiment construire cette infrastructure qui permet à ce monde régulé, institutionnel de prospérer, quoi. Ok. Bon, on reparlera un peu plus en détail de Circle, MetaMask, si tu veux bien, un petit peu comment est-ce que ça fonctionne, peut-être en termes de transactions, quels sont les flux qu'ils ont besoin de tracer, puisque MetaMask c'est un wallet en fait. Donc, on en reparlera un petit peu après, mais je voulais aborder un sujet avant, qui était donc l'élection de Trump en novembre 2024, me semble-t-il. L'administration précédente n'était pas très crypto-friendly, on peut dire.
l'administration Trump l'est beaucoup plus. Vous avez des bureaux à New York, à Londres et à Paris. Oui. Comment est-ce que vous avez perçu l'évolution un petit peu du changement d'administration et est-ce que toi tu voyais peut-être des entreprises qui fuyaient les États-Unis qui reviennent et inversement des entreprises qui n'avaient pas prévu de s'installer aux États-Unis qui arrivent? Ouais, 100%. Bah, le changement, il est vraiment, vraiment, vraiment radical. Ce week-end, j'étais avec passé le week-end avec plein de fondateurs crypto. Il y en avait un qui a une boîte aux États-Unis et qui avant était cofondateur de deux très grosses boîtes très connues crypto aux États-Unis. Et il me racontait comment en 2020-2021, ils ont utilisé 80 partenaires bancaires différents. Ça veut dire qu'il y a 80 banques qui ont fermé leur compte en banque successivement. Ils ont dû alterner, passer d'une banque à une autre. Et ils ont dû créer tout un système. Ils ont dû même productiser le fait qu'ils savaient que les comptes en banque pouvaient sauter à n'importe quel moment. L'avant-Trump, en gros, c'est dans les quelques années avant Trump, c'était la chasse aux sorcières. Et tout ça, en fait, c'est pas une légende, quoi. C'est vraiment une réalité. Les banques fermaient les comptes de toutes les boîtes crypto. Et les boîtes crypto étaient vraiment chassées, soit chassées en dehors des États-Unis, soit étaient poursuivies par la SEC. Et il y avait une sorte de... Voilà, c'était vraiment une sorte de guerre anti-crypto. Ouais, innover, ou en tout cas lancer une boîte dans cet environnement-là, c'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Donc ça a été un peu la vibe pendant plusieurs années. Et l'arrivée de Trump a permis de changer ça radicalement. Donc, évidemment, je ne parle pas d'un peu des raisons pour lesquelles il a fait ça. Il y a sans doute un peu des raisons, très sûrement des raisons personnelles qui l'ont poussé à faire ce changement. Et ce n'est pas juste parce que c'est un grand visionnaire de la crypto, je ne pense pas que ce soit. Tu veux dire par rapport à ses investissements, les prises de position qu'il a pris, exactement. Enfin, il en bénéficie très largement. Mais la réalité, c'est que l'écosystème a complètement changé. La vibe et l'énergie a complètement changé. Et donc, on a eu successivement, à partir du moment où il est arrivé au pouvoir, l'intégralité des cases que la SEC avait avec les différents acteurs, commencé par Coinbase, ils sont tous été abandonnés. Ensuite, il y a eu le Genius Act, on pourra en reparler. Et globalement, on est passé de... Tout le monde veut se barrer des États-Unis, même jusqu'à dire que l'Europe était en avance, ce qui était la réalité, mais ce qui est souvent un truc un peu dans les grands mouvements un peu tech, c'est toujours un peu bizarre de se dire que c'est l'Europe en fait qui lead. Enfin, on n'est pas trop habitué à ça, donc c'était à la fois intéressant. Après, on lidait sur la régulation. Ouais. Toujours quand même. Et voilà. Et donc il y a eu un changement radical. L'intégralité des acteurs traditionnels du monde de la finance et du paiement sont aujourd'hui extrêmement actifs sur le sujet. Globalement, la réalité, c'est que les États-Unis ont repris le lead sur l'intégralité des sujets. Et ça a été permis par le changement de direction, quoi. Parce que tu penses que les banques étaient très opposées à la crypto parce qu'il n'y avait pas de régulation claire avant, ou plutôt parce qu'elles avaient un peu peur d'un potentiel... ce qu'on disait avant, la crypto va disrupter les banques, etc. Bon, on voit qu'il y a quand même... c'est un peu moins le cas que ce qu'on pensait. Est-ce que tu penses que c'est plus parce qu'elles avaient peur de la régulation ou plus peur des acteurs crypto qui pouvaient lui manger leur marché? Non, je pense que c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment l'application d'une politique où à la fois le parti démocrate et certaines personnes dans le parti démocrate, la SEC, qui globalement ont fait comprendre aux banques qu'ils ne devaient pas toucher à ça. Et que s'ils touchaient à ça allait très mal se passer. Et donc, c'est globalement ça qui s'est passé. Et donc, à la fois, les banques, du coup, ont dû appliquer ce qu'on leur demandait, c'est-à-dire de fermer les comptes de toutes les boîtes crypto. Et de l'autre côté, évidemment, il n'y a eu aucun projet, que ce soit stablecoin, paiement, trading, etc., qui s'est développé pendant des années, parce que, bon, voilà. Mais c'est vraiment l'application d'une politique qui venait d'en haut, quoi, qui venait du président et du parti démocrate, qui a dicté le comportement des banques. Et la réalité, c'est que, la preuve, c'est que dès que les politiques ont changé, et tout de suite, les choses se sont accélérées et les banques commencent à
Certaines d'entre elles sont très avancées, mais ont commencé à investir massivement sur des initiatives qui sont liées à la crypto, au stablecoin, à la tokenisation, etc. Donc, Ouais. je pense pas qu'il y ait de vision un peu de... Enfin, je pense qu'il faut pas être naïf et que même il y a des années, enfin, les banques savent que le jour où elles vont s'approprier cette technologie, euh, elles vont sans doute en tout cas d'un point de vue institutionnel, elles vont sans doute leader l'adoption plutôt qu'une autre vision qui serait de se dire que qu'il y a des boîtes crypto natives qui vont émerger et qui vont complètement disrupter l'industrie financière. Je pense que malheureusement, parce que d'un point de vue intellectuel, c'est quand même assez séduisant et ce serait quand même assez kiffant de voir un truc comme ça arriver. Je pense que malheureusement, de manière assez enfin, brutale et non naïve, quoi. C'est pas ça qui va se passer. Ils vont adopter les technologies, ils vont distribuer la technologie et ils vont leader l'adoption. Ok, donc c'est plus un point de vue idéologique en fait de l'ancienne C'est administration d'un point de vue américaine. uniquement idéologique Ouais. et qui je pense, c'est quand même, enfin, est complètement débile parce que on reparlera aussi enfin, il y a des raisons vraiment géopolitiques qui, qui, qui incite aujourd'hui les États-Unis à vraiment à mettre vraiment les deux pieds dedans, notamment autour des questions sur l'hégémonie du dollar, tu vois, le fait de mettre en place le Genius Act et de créer un cadre pour que des boîtes puissent créer des stablecoins de manière régulée, c'est une manière de pouvoir continuer à avoir de la demande pour les bons du trésor américains, Donc la dette, donc la dette pour la américaine. dette. Donc c'est une manière de continuer à print de la dette et à la fin c'est bon pour le dollar, donc il y a un intérêt géopolitique à le faire. Donc en fait c'est assez difficile de comprendre pourquoi ils ont été aussi contre, et je pense que c'est globalement lié au fait qu'ils mettent un peu tout dans le même panier et que ça a été assez difficile pour eux de distinguer les différentes technologies, les différents cas d'usage, le Bitcoin des stablecoins des autres cryptos. Enfin, tu vois, je pense ils ont eu du mal à faire ça. Ils ont mis un peu tout dans le même panier et ils ont été juste très avoir cette idéologie, enfin qui est vraiment, comme tu dis, vraiment une idéologie très très anti-crypto. Et ce qui est vraiment donc débile d'un point de vue géopolitique et qui est débile d'un point de vue politique, parce qu'ils ont laissé un boulevard à Trump pour pouvoir s'emparer du truc et le dire, vous voyez, eux, ils sont complètement contre, c'est complètement con, moi je vais dire que je suis pour. Et en fait, en faisant ça, tu gagnes quand même plus de voix qu'en étant contre. En étant contre, il y a pas grand monde qui va voter pour toi parce que tu es contre la crypto, mais il va y avoir plein de gens qui vont voter pour toi parce que tu es pour, tu vois. Donc je pense que c'est vraiment une décision et un positionnement et une politique qui est complètement débile et que heureusement que ça change. Ok. Tu as parlé du Genius Act. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux revenir rapidement sur qu'est-ce qui a changé aux États-Unis là, depuis l'arrivée de Trump? Il y a aussi le Clarity Act, il me semble. Oui. Alors, le Clarity Act, il n'a pas encore été voté, mais le Genius Act, il a été voté. Donc, en gros, c'est une loi qui apporte un cadre réglementaire euh, autour de l'émission de stablecoins. C'est très focus sur les stablecoins. Et c'est très focus aussi sur les gros émetteurs de stablecoins. Je sais plus quelle est il y a une limite de market cap au-dessus duquel ça s'applique, et je sais plus si c'est 10 milliards ou c'est la limite est élevée. Et en gros, ce que ça fait, c'est que ça permet de valider un peu l'essor des stablecoins aux États-Unis. Il y a eu vraiment un avant et un après, où l'avant, c'est que la plupart des stablecoin issuers sont des boîtes qui sont vraiment des boîtes crypto natives, quoi, que ce soit Circle, que ce soit Tether. Et après, il y en a d'autres, il y en a même des nouveaux comme Ethina, etc. Et ça ouvre la voie à ce qu'il y ait des banques et des institutions financières qui développent eux-mêmes leur propre stablecoin et qui leur donnent un cadre pour le faire. Il y a déjà, il y a déjà JP Morgan qui a un stablecoin, mais qui est pas vraiment un stablecoin, mais qui est pas vraiment un truc qui vit sur des blockchains publiques. Mais il y a déjà JP Morgan qui utilise un truc qui ressemble à un stablecoin pour faciliter les transferts entre entités, entre les différentes entités de JP Morgan et les transferts interbancaires, etc. Trump aussi d'ailleurs, avec le projet Voilà. World Liberty Ouais, Financial, qui a un stablecoin. Ouais, exactement. Et donc, aujourd'hui, les institutions financières et les banques sont intéressées pour plein de raisons pour développer des stablecoins. Et donc, ça permet de développer, ça permet de mettre en place ce cadre-là. Et aujourd'hui,
nous, on parle à vraiment une très grande partie de ces banques et de ces institutions financières aux États-Unis. Et quasiment l'intégralité bosse sur des trucs qui sont de près ou de loin liés au stablecoin. Ouais. En fait, toutes les banques vont lancer leur stablecoin parce qu'elles peuvent pas se permettre d'utiliser un autre stablecoin que le leur, parce que sinon elles perdent l'intérêt en fait de faire travailler les réserves derrière. Exactement. Et donc ça, je trouve que c'est un des trucs les plus intéressants de ce qui va se passer dans les prochaines années. C'est est-ce que ce que tu dis va se passer? Moi, je pense qu'il y a plus de chances que ce que tu dis se passe qu'il y ait une sorte de convergence autour de quelques assets. Mais si ça se passe, en fait, est-ce que tu résous vraiment le problème? Et donc après, il y a vraiment un sujet un peu d'interopérabilité entre les différents stablecoins, entre les différentes blockchains, parce que tu pourrais pousser le truc en te disant chaque banque va avoir son propre stablecoin, mais peut-être chaque banque va avoir sa propre blockchain. Tu vois, dans le monde du paiement et dans le monde du stablecoin, on a vu Stripe, on a vu Circle, qui sortent avec leur blockchain. Et donc, in fine, en fait, si chaque acteur se comporte et se positionne avec cette espèce de volonté de créer un peu son écosystème avec son actif et sa blockchain, est-ce que ça apporte quelque chose? Je ne suis pas sûr. Donc mais en tout cas, ça va être très intéressant de voir comment ça va se développer. Parce que là, le fait de sortir leur propre blockchain, en fait, ils récupèrent, on va dire, tous les frais, entre guillemets, ils se les conservent, ils peuvent moduler la blockchain comme ils veulent, en faire un peu ce qu'ils veulent. Quoi. Exactement. Ils peuvent... Un des arguments, c'est souvent, qui est un vrai argument, mais il n'y a pas que ça. Il y a effectivement aussi un argument genre financier pour récupérer les fees, etc. L'argument, c'est aussi pouvoir développer des fonctionnalités autour de la compliance, autour de la privacy, qui fit genre les demandes du régulateur, etc. Tu vois. Donc c'est un peu je dirais que c'est le maquillage, ça fait partie de la proposition de valeur, mais aussi l'autre proposition de valeur, c'est d'être en contrôle du réseau et d'avoir une autre source de revenus globalement. Tu penses que même on pourrait imaginer toutes les entreprises pouvoir émettre un stablecoin au final, quasiment? Ouais, 100%. Tu penses qu'il y a certaines entreprises qui vont émettre leur propre stablecoin? J'en suis sûr. Il y a Stripe, de toute façon, déjà, qui prévoit de le faire avec Bridge, rachat de Bridge. Non, 100%. En fait, ça te permet de créer... Ça te permet de créer une monnaie digitale avec lequel ton écosystème peut faire des transactions tout en gagnant des intérêts. Donc, ça te permet de pouvoir avoir l'instantanéité des transactions, débloquer plein de use cases autour de la digitalisation des paiements tout en gagnant de l'argent. Donc effectivement, il y a... Parce qu'on ne se rend pas compte, mais peut-être pour des personnes qui suivent pas trop la crypto, mais Tether, qui est le plus gros émetteur de stablecoin au monde, c'est l'entreprise qui génère le plus de profits par employé au monde. Je ne sais plus combien c'est. Enfin, c'est indécent, c'est plusieurs centaines de millions, je crois, par employé. Donc vous bossez pas avec Tether, vous bossez avec leur concurrent Circle. Mais Tether, c'est aussi... Je crois que c'est dans les 20e plus grands détenteurs de bons du trésor américain, détenteurs de la dette américaine. Donc en fait, au début, les États-Unis se fichaient peut-être un peu de Tether, sauf que là maintenant, ils se fichent plus du tout de Tether, donc ils peuvent pas les laisser couler entre guillemets. Non. C'est quoi ton point de vue? Tu penses qu'il y a eu beaucoup de rumeurs autour de Tether, parce que les stablecoins sont censés être backés, c'est-à-dire que pour $1 de stablecoin émis, un USDT, il est censé avoir $1 en réserve chez Tether. Tu penses qu'il y a $1 en réserve pour chaque USDT qui est émis actuellement? Et est-ce que tu penses que ça a toujours été le cas et qu'ils se sont peut-être un petit peu arrangés avec les chiffres? En tout cas, ils se sont peut-être remis un petit peu en ordre? Ouais, je pense qu'il y a... Déjà, historiquement, il y a toujours eu un énorme FUD autour de cette boîte. Je me souviens, quand j'avais commencé, il y avait des... Et que comme tout le monde, je commençais à trader 24 heures sur 24 devant mon ordi comme une espèce de faux trader, quoi. Je me souviens, bouger, vendre des trucs parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi Tether allait exploser. Et donc, bref. Il y avait des rumeurs de manipulation aussi sur Bitfinex. Il y avait Tether est lié à Bitfinex. Il y avait une énorme baleine, je ne sais plus comment ça s'appelle, Spoof, ou je ne sais plus exactement le nom, qui était accusée d'être liée à Tether et qui manipulait le cours du Bitcoin. Donc, il y avait, et in fine, en fait, aujourd'hui, c'est devenu cette espèce d'acteur gigantesque. Et le FUD existe toujours. Ce que je pense, c'est que les gens chez Tether, pour en connaître certains, c'est des équipes qui sont extrêmement compétentes, qui font les choses très sérieusement, mais qui font aussi les choses pas comme bon leur semble, mais qui font les choses de manière
avec liberté, je dirais. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des cadres réglementaires qui existent en Europe avec MiCA, aux États-Unis avec Genius Act, et ils font donc les acteurs et les stablecoin issuers, s'ils veulent travailler dans ces juridictions, ils doivent modifier des choses dans la manière dont ils opèrent pour pouvoir travailler. Et Tether, par exemple, a fait le choix, pour l'instant, alors ils vont sans doute peut-être revenir dessus ou changer l'approche, mais en Europe, par exemple, de pas comply avec MiCA, ce qui fait qu'aujourd'hui, si tu vas sur n'importe quel exchange en Europe, tu peux pas trader du USDT. Aux États-Unis, ils ont fait le choix de développer un nouvel asset, une nouvelle version du USDT qui comply avec Genius Act, qui n'est pas encore live en ce moment, mais qui a été annoncé il y a quelques mois. Et ensuite, sur la gestion des réserves, ils ont fait un choix qui est un choix qui est un peu moins conservateur que des stablecoins régulés comme Circle, qui est de ne pas utiliser uniquement des bons du trésor ou du cash comme réserve, mais d'utiliser d'autres types d'assets, à savoir principalement des cryptos et de l'or. C'est un des plus gros acheteurs d'or aussi au monde. Ces derniers temps, plus que certaines banques centrales. Exactement. Ouais. Donc tu parlais des bons du trésor, mais il y a aussi l'or. Donc ils ont vraiment un impact sur le marché qui est vraiment incroyable. Puis ils investissent dans des boîtes aussi, dans énormément de boîtes. Énormément. Alors après, ça, je ne sais pas si c'est avec leur trésorerie en personnel, personnel entre guillemets, la trésorerie de la société, ou est-ce qu'avec les bénéfices générés par la société, ou est-ce que c'est vraiment avec le cash qu'ils ont en échange, avec les bénéfices générés par la société. Ouais. Ils font pas d'investissement complètement illiquide avec les réserves. Donc voilà, donc ils ont une stratégie d'investissement d'allocation de la réserve qui est un peu différente des autres, mais tout en étant... tu vois, je ne sais plus exactement quels sont les pourcentages, mais entre les bons du trésor, l'or et le bitcoin, c'est pas non plus... Tu as une répartition qui, je pense, le bon du trésor et l'or doivent représenter la grande majorité, et le bitcoin et peut-être quelques cryptos, mais je crois que c'est principalement du bitcoin, une petite partie. Tu ne dis pas que c'est non plus le truc le plus risqué du monde, quoi. Ouais. Est-ce que tu penses qu'ils ont déjà anticipé la baisse des taux de la Réserve fédérale américaine, donc de la Fed, puisqu'en fait ces boîtes-là gagnent de l'argent parce que l'argent qu'on leur donne pour émettre de l'USDT, de l'USDC, il est investi dans les obligations américaines, les bons du trésor américain, qui génèrent des intérêts. Sauf que là, les intérêts vont progressivement. Bon, on imagine, ils ont baissé là hier. Ils vont certainement baisser encore prochainement dans les prochains mois, prochaines années. Ouais. Tu penses que Tether a déjà réfléchi depuis bien longtemps à se diversifier pour continuer de conserver des revenus intéressants? Oui, je pense. Et surtout, Tether aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont c'est genre aussi un peu une Bitcoin company, quoi. Ils sont très, 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 très focus sur Bitcoin. Il y a beaucoup d'initiatives différentes qui sont liées à Bitcoin dans Tether. Là, par exemple, je crois que c'était hier ou il y a 2 jours, ils ont listé cette énorme Bitcoin Treasury Company. 21, XX1. Exactement. Où je ne sais plus quelle est la taille du truc, mais c'est vraiment énorme. Et donc, il y a... en fait, ils sont... Et c'est pour ça qu'en fait, je dis qu'ils ont ce côté un peu libre, qui est que ils ont cette vision et cette conviction, comme beaucoup de gens dans la crypto, que les banques centrales vont continuer à print et que ça va avoir un impact très fort sur la monnaie. Et donc du coup directement ça va avoir aussi un impact très fort sur leur business, puisque des banques centrales continuent à print, ça veut dire globalement aussi baisser les taux d'intérêt, etc. Et donc ils se positionnent aussi pas juste comme une boîte de stablecoin, mais aussi comme une Bitcoin company. Et ce qui fait qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas un monde où la taille de Tether diminue. Parce que bon, je pense que toi et moi, on est assez convaincus j'imagine, sur le futur de Bitcoin. Donc si tu deviens un des plus gros players Bitcoin au monde et qu'en plus de ça, à côté de ça, tu es le plus gros stablecoin issuer au monde, je pense que la boîte, même si elle est gigantesque, il n'y a aucune raison qu'elle ne devienne pas encore plus grosse, quoi.
Et donc toi, vous bossez chez Cryptio avec Circle, Oui. concurrent de Tether. Comment ça se passe pour s'assurer que les réserves d'un stablecoin soient auditables? Comment est-ce qu'on sait exactement ce que détient Circle ou Tether? Il y a des audits, mais voilà, comment est-ce que Il y a ça des se passe audits, un peu? ouais. Si vous appréciez l'interview, pensez à mettre un j'aime, à partager, à commenter et à vous abonner. Ça nous aide beaucoup à faire grossir le podcast et à continuer de démocratiser la crypto-monnaie comme on peut le faire avec Cryptost depuis 2017. Et n'oubliez pas, vous pourrez retrouver les interviews sur toutes vos plateformes de podcast comme Deezer, Spotify, Apple Podcasts. Ça vous permet d'écouter les interviews en faisant votre sport ou la vaisselle. On vous met tous les liens dans la description. Alors, en gros, c'est lié à ce concept de stablecoin attestation. Et donc, tu dois... maintenant, c'est dans la loi, aux États-Unis via Genius Act. L'émetteur doit faire signer une attestation par un auditeur, donc PwC, EY, etc. Ouais, les Big Four. Big Four, exactement. Qui doit signer cette attestation. Genius Act précise que ça doit être tous les mois, mais sans doute ça va évoluer vers une fréquence plus, genre toutes les semaines ou tous les jours. Ils doivent signer une attestation disant qu'il y a autant de passifs. Donc le passif, c'est le nombre de tokens en circulation sur les blockchains. Qu'il y a autant ou plus de réserves donc d'assets que de passifs qui sont les tokens sur les blockchains. Et la manière dont ça c'est juste l'output, c'est ce qu'ils doivent fournir, mais en amont il y a tout un process que tu dois mettre en place pour pouvoir garantir les chiffres. Et nous ce qu'on fait avec eux, c'est nous on a plusieurs produits. Ils utilisent l'intégralité de nos produits, mais sur ce sujet-là, donc on a un produit qui automatise en fait cette attestation et cette réconciliation. Et donc tous les jours, en fait, on va lire la donnée blockchain, enfin toutes les transactions qui sont liées à USDC et EURC, enfin tous les tokens qu'ils ont sur l'intégralité des blockchains sur lesquels ils sont live. Je crois qu'il y en a entre 35 et 40. Et on va nous-mêmes, grâce à notre infrastructure de data blockchain, qui est une grosse partie de ce qu'on fait, faire tourner des nœuds, écrire des indexeurs et indexer la donnée, on va compter, en gros, si tu veux, le nombre de tokens qu'il y a en circulation sur les blockchains par les transactions. Donc on va étudier tous les événements de mint et burn et tous les événements qui ont un impact sur la supply. Et on va calculer de nous-mêmes la supply du SDC et de ces tokens. Et on est capable de donner ça à n'importe quel moment. Ce nombre qu'on va calculer nous-mêmes, on va le réconcilier avec ce que nous donnent les nœuds directement depuis la blockchain. Donc il y a ce concept, il y a ce truc qui est quand même assez fort avec la blockchain et qui s'applique bien dans ce cas-là, qui est que si tu vas avoir un nœud, ou même si tu vas avoir deux nœuds et que tu leur demandes la balance d'un asset, ce chiffre-là, c'est vraiment la source of truth, quoi. C'est le chiffre sur lequel tu peux te reposer. Et donc, la difficulté, c'est de pouvoir faire backer ce chiffre avec l'intégralité des transactions. Et donc, de récupérer l'intégralité des transactions. Et ensuite, en faisant un jeu de plus et de moins, tu es capable de réconcilier notre chiffre, qui est celui qu'on calcule en fonction des événements, avec le chiffre que nous donnent les nœuds de la blockchain. Et donc, déjà, avec ça, on a une première partie du problème qui est réglée, qui est qu'on a de la certitude sur quel est le chiffre, quelle est la supply, donc côté passif, donc nombre de tokens en circulation. Ouais, nombre du SDC. Voilà. En circulation. Et donc ça, c'est une partie du problème. Et donc la seconde partie du problème, c'est comparer ce chiffre avec le chiffre des réserves. Et ici, il y a plusieurs moyens de le faire, mais globalement, la manière dont tu le fais, c'est que tu vas te connecter à l'intégralité des comptes en banque où il y a les dollars ou des euros qui sont là pour backer les réserves, et tu vas te connecter aussi aux différents custodians de bons du trésor ou de n'importe quel type d'actif qui est dans cette réserve-là. Et donc tu peux te connecter directement à ça et tu compares les deux. Ou aussi, il y a des boîtes, c'est le cas de Circle, qui, eux, font déjà une grande partie de ce travail de réconciliation et de consolidation des données de réserve et qui ensuite nous les fournissent pour qu'on puisse comparer avec la blockchain. Et ensuite, on donne ces données-là à l'auditeur et l'auditeur, il signe. Ok. Ouais, c'est quand même un sacré travail, du coup. C'est un sacré travail, ouais. Et on parlait donc tout à l'heure de l'Europe, des États-Unis, de l'avancée,
l'avance qu'avait prise l'Europe en matière de régulation par rapport aux États-Unis qui s'est terni, enfin qui a disparu Oui, même, on peut le dire. ouais. Comment toi tu le vois concrètement avec les boîtes avec lesquelles vous bossez? Est-ce que tu vois un exode de l'Europe vers les États-Unis ou même vers l'Asie? Parce qu'on parle Ouais, souvent des ouais, États-Unis, mais l'Asie est aussi assez ouais. en pointe là-dessus. Alors oui, effectivement, je pense qu'il y a En Europe, on a été vraiment très focus sur la réglementation. On a été, comme tu disais tout à l'heure, en avance sur la réglementation. On a été les premiers avec Mika à sortir un truc assez complet. La réalité, c'est que cette nouvelle réglementation, elle n'a pas non plus attiré un nombre incroyable de nouveaux entrants. Elle a même empêché des boîtes assez petites de pouvoir se convertir à ce nouveau cadre réglementaire. Et donc, il y a beaucoup de boîtes qui ont dû fermer parce qu'elles n'avaient pas les moyens de pouvoir comply avec cette réglementation. Ouais, toi qui es bien connecté, tu connais des fondateurs qui ont soit fermé leur Ouais, structure, soit qui sont partis ouais, ailleurs. ouais, j'en connais plusieurs, ouais. Des boîtes qui se sont fait racheter par des mecs qui étaient plus grosses, qui avaient plus d'argent et qui, du coup, utilisent cette opportunité pour pouvoir se consolider et pour avoir un business plus gros. Il y a beaucoup d'exemples comme ça en Europe. J'imagine pas des Français ou pas des Européens qui ont racheté ces entreprises-là. Bah, il peut y en avoir, mais tu as des asset managers. Il y a des asset managers un peu dans différents pays, notamment un grand la région là, du Benelux et qui a fait beaucoup d'acquisitions. Ouais, non, ça coûte hyper cher de pouvoir comply à ce truc, quoi. Donc quand tu es une petite boîte et que tu n'es pas en train tu vois, que t'es pas non plus dans une trajectoire de malade, que tu n'as pas énormément de cash, c'est assez difficile d'aller voir un VC et de lui dire donne-moi de l'argent, je vais directement le foutre à la poubelle dans les frais d'avocat, quoi. Donc ça s'entend, mais bon. Ce qui n'est pas le cas aux US, du coup. Ce qui n'est pas le cas aux Plus US, ce qui est moins le cas aux US. Et en fait, c'est aussi lié à la différence des US, où il y a un marché du venture capital en Europe, qui est quand même très différent de celui aux US. Et donc, globalement, c'est plus difficile de lever de l'argent pour des boîtes crypto qui sont en Europe, et c'est plus difficile de lever beaucoup d'argent. Donc, les boîtes qui sont très successful en Europe en crypto, la plupart, elles vont lever avec des gros fonds américains et elles vont permettre de lever beaucoup d'argent, elles vont lever plus d'argent. Mais si tu n'arrives pas à faire ça, en fait, donc tu vas être un peu pris tu vas être un peu dans cette mauvaise position où tu n'arrives pas à lever de l'argent, tu n'en as pas beaucoup, et tu es quand même forcé de dépenser pour pouvoir comply avec ça. Donc je pense que ça, c'était pas c'était à la fois bien, ça apporte un cadre, mais ça bloque quand même pas mal le développement. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que dans les nouveaux entrants, il y a beaucoup il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, c'est des banques ou des custodians ou des trucs comme ça qui essaient de se positionner. Ok. Et tu penses que les États-Unis sont en train de s'approprier la crypto? Je pense que c'est bien parti, ouais. Je pense que c'est bien parti. Je pense que c'est bien parti parce que, en fait, il faut comparer un peu les setups, quoi. D'un côté, aux États-Unis, on a parlé de Trump et du changement d'un peu de philosophie. Et donc, de la même façon que la philosophie de Biden et du Parti démocrate s'appliquait à la SEC, là, c'est pareil, mais de manière opposée. Et donc, tu as le mec, le patron de la SEC, qui vient et fait des conférences de presse devant tous les médias américains et qui dit ma mission numéro 1, ma seule mission, c'est bring capital markets on-chain. Et il sort des documents de 50 pages en t'expliquant comment il va faire ça. Et donc, il y a une volonté politique de la part non seulement du président, mais du régulateur du marché financier, de pouvoir accélérer l'adoption de la crypto d'un point de vue institutionnel, bancaire, hedge fund, boîte publique, etc. Ça crée une sorte d'excitation et une rapidité de développement qui n'a rien à voir avec un setup européen où il y a pas cette... quand tu regardes les politiques et les gens qui dirigent, il n'y a pas de cohérence en fait sur le fait que on veut faire de l'Europe un champion de la crypto. Il y a plutôt Christine Lagarde du côté de la BCE qui est plutôt quand même très négative très régulièrement. Et il n'y a pas un peu cette espèce d'appel d'air et de dynamique, il y a ce cadre, voilà. Et donc aux États-Unis, la réalité c'est que déjà le capital markets aux États-Unis est évidemment le plus développé du monde, c'est là où il y a le plus d'argent, c'est là où il y a les plus grosses banques.
Et maintenant, toutes sont en train de s'activer pour essayer de développer des choses, et avec des early adopters qui valident l'approche. Donc, si tu regardes BlackRock, donc BlackRock, ils ont donc, les ETF Bitcoin, qui est aujourd'hui le produit de BlackRock le plus profitable de la banque. Tu as Larry Fink, qui est donc le CEO de BlackRock, qui parle de la crypto toute la journée, en se disant que, quand on lui dit ouais, mais avant tu étais contre la crypto, et le mec il se met un peu à quatre pattes en désolé, j'ai complètement changé d'avis. Tu penses que ça serait possible en Europe ou en France, quelqu'un qui revient qui assume autant ses erreurs et dire oui, j'ai eu tort et j'ai changé? Je pense pas, non, ça m'étonnerait vraiment, non. Ça m'étonnerait vraiment, enfin je vois pas comment ça peut arriver. Et si Christine ça peut... Lagarde un jour qui dira ah non, finalement j'ai eu tort. Mais ça peut arriver s'il y a une sorte de changement de direction politique, mais comme l'Europe, avec la structure de l'Europe, c'est évidemment difficile d'avoir un changement de direction politique au niveau européen. Peut-être que tu vas avoir des changements de président dans les différents pays. Il y en a un qui va être très pro-crypto, mais il sera peut-être sans doute un peu seul au milieu de cet océan de gens qui au mieux s'en foutent et au pire sont très anti-crypto. Et donc il y a ces exemples, il y a cette excitation un peu, cet appel d'air par le haut, la réglementation qui se met en place, des premiers moves qui sont vraiment des moves très 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 successful, et donc il incite tous les autres, qui sont parmi les plus grosses institutions financières au monde, à se bouger. Et pendant ce temps-là, en Europe, il ne se passe pas grand-chose. Ouais. Parce que je te posais cette question-là, parce qu'en fait, tu l'as dit, BlackRock, mais c'est pas le seul émetteur d'ETF Bitcoin. Ils en possèdent, je sais plus combien c'est maintenant le pourcentage de Bitcoin au total qu'ils ont. On doit être autour des 5, 6, 7%, je sais plus exactement. Il faudrait vérifier. MicroStrategy, donc les Bitcoin Treasuries aussi, qui en possèdent 3, 4%, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. On a les mineurs aussi, mineurs américains qui sont les plus gros au monde, en tout cas pour le moment basés aux États-Unis. Ouais. Les stablecoins dollars qui pulvérisent tous les stablecoins possibles au monde. Donc on a quand même toute cette convergence-là autour des US qui font que, en fait, ils ont tout intérêt à démocratiser la crypto-monnaie, Bitcoin, les stablecoins, etc. Tu l'as dit d'un point de vue géopolitique aussi, pour financer leurs dettes, ce genre de choses-là. Et à côté de ça, en Europe, en tout cas, en Asie, je pense que ça commence. Il y a quand même certaines choses qui sont en train de bouger du côté de Hong Kong, etc. Mais en Europe, en tout cas, pour le moment, il ne se passe pas grand-chose. Il y a quand même quelques initiatives de banques privées. Tu as parlé de la SG avec SG Forge. Voilà. Il y a quand même quelques consortiums qui se montent, etc. Ça bouge un petit peu. Ouais. Mais on va dire que par rapport aux US, en fait, il y a deux philosophies totalement différentes en Europe. En Europe, on pousse pour un euro numérique. Aux US, on l'a interdit. Le dollar numérique. Il y a eu des initiatives aux US, il y a eu FedNow à l'époque, 2022 je crois, qui avait été essayé d'être mis en place, mais ça n'a jamais pris, et puis de toute façon ça a été signé que pourquoi... il y a une interdiction maintenant d'émettre une monnaie numérique aux États-Unis. Non, mais effectivement, et à la fin, c'est une question de vitesse après. Parce que tu le regardes dans n'importe quel secteur dans la tech, in fine, tu vas avoir des acteurs qui sont des géants. Et dans le cas de la crypto, ça va être des émetteurs de stablecoin, ça va être des fonds tokenisés. Et à partir du moment où ces géants qui ont toute la liquidité ont pris leur place sur le marché, mis à part par des plays un peu réglementaires où tu vas interdire l'accès aux gens, tu vas interdire l'accès aux Européens au fonds Beetle, ou tu vas interdire l'accès aux Européens au stablecoin dollar, ce qui serait vraiment très triste à voir. C'est un peu les seules armes qui te restent, quoi, globalement, tu vois. Donc à partir... Le truc, c'est que juste avant l'arrivée de Trump, il n'y avait pas cette vitesse. Il y avait juste des capital markets qui étaient évidemment très gros, mais qui étaient un peu freinés pour accéder à la crypto. Il y avait les focus sur d'autres parties de la tech, aux US et plus forcément sur la crypto. Mais maintenant, il y a cette vitesse qui s'est enclenchée et ça va être très difficile de les rattraper. Il faudrait faire quoi pour toi pour essayer de les rattraper ? Je pense que je sais pas. Moi, je suis assez pessimiste. Donc moi, j'ai commencé la boîte en France au tout début. Assez rapidement, j'ai ouvert un bureau à Londres. J'ai déménagé à Londres. Et assez rapidement, après, j'ai embauché des gens aux États-Unis. Et là, j'ai ouvert un bureau à New York et je vis entre Londres et New York. Donc globalement, ma conviction, c'est que ça se passe... Enfin, en tout cas, pour un business comme le nôtre, c'est là-bas qu'on va faire notre futur. Et
pas trop de chances que ce soit en Europe. Mais ceci dit, on bosse quand même avec pas mal de boîtes européennes, parce qu'il y a quand même des boîtes en Europe. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un changement. Il faudrait qu'il y ait un changement il faudrait qu'il y ait une sorte de miracle et de changement politique, de changement de vision de la BCE, qu'il y ait une sorte d'alignement des chefs d'État en Europe sur le fait que c'est un sujet important. Et il faudrait peut-être des moves un peu agressifs de la part d'autres pays qui forcent un peu à réagir. Peut-être les États-Unis qui décident d'investir une réserve en Bitcoin. Ils ont déjà ce principe de Bitcoin Reserve, mais qui n'est pas vraiment de l'investissement, qui est juste de garder les Bitcoins qui saisissent. Mais peut-être un move où tu as quelques grandes puissances qui décident d'investir dans Bitcoin en tant que réserve nationale. Peut-être que ça pourrait faire bouger les lignes. Peut-être des choses autour des stablecoins où vraiment il y a quelque chose, ils sentent vraiment une sorte de danger vital autour de leur monnaie, qu'ils devraient déjà sentir aujourd'hui, mais qu'ils n'ont pas l'impression, j'ai pas l'impression qu'ils le sentent. Voilà, je pense que de la même façon que il y a une sorte de choc vital avec, si je ne compare pas les deux, parce que ça n'a pas grand-chose à voir, mais en termes de réaction politique, il pourrait y avoir des similarités avec le focus aujourd'hui sur la défense en Europe et l'obligation, enfin, une espèce d'alignement qu'il y a et qui est tout à fait légitime de pouvoir réarmer l'Europe, parce qu'il y a des risques de l'intégralité de nos voisins, y compris des partenaires qu'on pense être des amis. Je pense qu'il faudrait qu'il se passe à peu près la même chose, tu vois. Mais des risques géopolitiques, économiques, qui font qu'ils décident que ce soit un vrai sujet, mais il ne faut pas trop ça arriver, en fait. Ok. Tu disais juste avant Bring Capital Market On-Chain, Ouais. donc ramener tous les capitaux financiers on-chain, donc via la tokenisation. Via la tokenisation, ouais. Tu penses que c'est possible ? Ouais. Tu penses qu'on va y arriver ? Ouais. Je pense que ça va prendre du temps, mais qu'il commence un peu à avoir les différentes briques. Donc déjà, il y a sur la technologie en elle-même, je pense qu'il y a une certaine maturité technologique aujourd'hui qui permet à des banques et à des institutions financières de tokeniser des choses, ou en tout cas d'être vraiment sérieux sur les use cases, que ce soit via des blockchains publiques ou que ce soit via des initiatives de blockchain semi-privées, semi-publiques. Il y a cette blockchain, par exemple, qui s'appelle Canton, qui a le vent en poupe en ce moment, où il y a beaucoup d'acteurs de TradFi qui essaient de développer un peu des use cases de tokenisation autour de ça. Donc la partie technologique, un peu fondation, elle est soit en place quand il s'agit des blockchains publiques, soit en train d'être mise en place quand il s'agit de trucs un peu plus custom. Sur les use cases et le type d'actifs à tokeniser, il y a d'un côté les stablecoins, c'est un peu le premier truc qui doit se passer, parce que c'est un des instruments qui peut être aussi utilisé, tu vois, pour pouvoir unlock et apporter de l'utilité à des actifs qui sont tokenisés, parce que ça peut être utilisé comme un instrument de settlement, tu vois. Alors après, il y a d'autres types d'actifs qui peuvent être utilisés comme des déposits bancaires tokenisés, etc. Mais il peut y avoir... c'est un peu le premier truc qui doit être fait. Tu dois créer de l'argent numérique pour ensuite créer des trucs qui peuvent être échangés contre cet argent numérique. Donc ça se passe bien. Et ensuite, une fois que tu vas avoir l'argent qui va te permettre d'échanger et d'acheter ces trucs numériques, la fondation qui permet à ces choses d'exister, tu vas avoir les actifs qui vont être créés. Donc ça peut être, par exemple, tu as BlackRock qui fait ce fonds qui s'appelle Beetle, qui est donc un fonds tokenisé de bons du trésor. Ensuite, tu as ces différents actifs qui existent. Et là, la partie d'après, sur laquelle beaucoup de boîtes sont en train de travailler en ce moment, c'est comment tu crées des produits financiers qui te permettent de récupérer différentes briques, différents fonds, différents instruments, différents assets, de les mettre ensemble et ensuite de les distribuer comme un nouveau produit financier, ce qu'on appelle l'on-chain asset management. Comme un peu un bundle où je choisirais 50% de Bitcoin, 20% d'Ether, 10% de Solana, etc. Mais sur des produits financiers un peu plus complexes. Exactement. Et là-dedans, tu peux aussi avoir un mix avec de la DeFi. Et alors là, ce sera sans doute une version un peu KYCisée de la DeFi, mais tu peux aussi avoir de l'utilité là-dedans. Et en gros, comment tu peux créer des nouveaux types de produits financiers qui ont des profils différents des produits financiers qui existent aujourd'hui, en bundlant
en bundlant ces différents assets, en rajoutant du yield, etc. à l'intérieur. Ouais, il y a quand même plusieurs problématiques. Selon moi, c'est la problématique de liquidité. Il faut déjà trouver, faut permettre d'échanger ces nouveaux actifs-là tokenisés contre, tu le disais, des stablecoins ou autre chose. Et le second problème, c'est, mais c'est là où j'imagine que vous intervenez, c'est apporter de la confiance aux gens, être sûr que ce qui est tokenisé, il y a vraiment quelque chose derrière. Parce qu'on a eu c'était Mantra, je crois, notamment, OM, qui, soi-disant, tokenisait de l'immobilier. Au final, on s'est rendu compte qu'il y avait strictement rien derrière. Le projet s'est effondré. Le projet s'est effondré. Aujourd'hui, il y a dans les classes d'actifs, au-delà de la monnaie, qui ont bien grossi cette année, il y a private credits, donc des crédits privés. Ce qui est quand même risqué, c'est-à-dire que et ça, il y a eu plein de cas aussi de boîtes où en fait, tu investissais dans un fonds qui était censé regrouper des crédits privés qui ont été faits à des trucs, à des boîtes qui n'étaient pas solvables. Qui n'étaient pas solvables. En fait, en tant qu'investisseur, tu as un site internet, on dit on a prêté de l'argent à telle boîte, tu n'as aucun contrôle sur ça. Donc là, je pense qu'il y a du boulot, il y a surtout de la réglementation qui doit être nécessaire pour pouvoir, sur ce genre de produit, pour apporter un peu cette confiance derrière. Mais après, c'est ça qui fait que, pour répondre à ta question tout à l'heure, il y a quand même beaucoup plus de chances, heureusement ou malheureusement, que ce soit les institutions financières et les banques qui, in fine, gagnent sur ce marché, puisque, en fait, elles vont sans doute pas tokeniser du private credit, en tout cas dans les prochaines années, mais sur les autres actifs qu'elles vont décider de tokeniser, elles vont, rien que le nom de l'institution, le fait de mettre son nom à côté de l'actif va créer de la confiance et va inciter les gens à investir, à utiliser ces actifs. Et c'est pas juste parce qu'ils vont juste utiliser leur nom et in fine ils vont scammer tout le monde. C'est que ces boîtes-là, elles doivent se soumettre à tout un tas de réglementations et de règles auxquelles vraiment elles peuvent pas échapper. Et donc si elles si BlackRock fait ce qu'ils font un fonds tokenisé de bons du trésor, tu peux globalement avoir pas mal confiance sur le fait que derrière, quand tu achètes un truc, alors les bons du trésor, ils sont là, quoi. Tu l'as rapidement évoqué, mais du coup, est-ce qu'on n'arrive pas un peu à la fin, entre guillemets, de la fin de la DeFi? Alors bon, déjà, est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment de la finance décentralisée? Ça, c'est un autre sujet. Mais partons sur DeFi, où en fait, on va avoir peut-être deux finances décentralisées qui vont cohabiter sans jamais échanger. Une finance totalement KYCisée, c'est-à-dire avec les vérifications d'identité faites, uniquement des acteurs autorisés à transacter, transacteront. Et une autre DeFi grise, entre guillemets, où là, n'importe qui, comme actuellement, peut échanger, peut faire des actions. Ouais. C'est très possible. Peut-être qu'il y aura aussi une manière un peu plus souple, ou alors, oui, c'est très peu probable que tu te retrouves avec ces actifs tokenisés qui sont tokenisés par des grosses institutions financières, que tu retrouves des pools avec ses actifs et avec sur un truc qui est complètement non KYCisé, etc. N'importe qui peut en acheter, l'échanger. C'est globalement très très peu probable que tu puisses swapper du Beetle sur Uniswap, par exemple. Ça semble très peu probable. Après, il y a sans doute des manières un peu plus... sans doute des manières un peu smart de pouvoir faciliter en fait la création de pools qui sont des pools KYCisés. Sans avoir une approche qui est très centralisée, c'est-à-dire que tu peux avoir, par exemple, demain, si je suis Beetle, le seul moyen d'avoir des pools, le seul moyen de créer un pool avec des actifs Beetle, ce serait que BlackRock décide de créer un pool et qu'ensuite IKYCiser tous les participants entre eux. Donc c'est vraiment un truc lourd et qui aussi va un peu à l'encontre de la DeFi, qui sont que le truc il est permissionless et que tout le monde peut créer ces instruments financiers, tout le monde peut créer ces pools, ce qui crée un peu le scale, le volume et la liquidité. Si tu retombes dans un truc où tu dois le faire un peu, c'est l'issuer lui-même qui doit créer ses propres pools, c'est un peu compliqué. Donc tu peux faire par des systèmes d'identité, de on-chain identity, qui sont liés à des process de compliance, tu peux sans doute permettre, en respectant certaines règles et en utilisant des trucs genre Chainlink par exemple, sur des trucs comme ça, tu peux sans doute permettre de lier un peu les deux et de créer des pools
que des gens de créer des pools grâce à cette technologie, genre de digital identity, où en gros, tu as un relatif contrôle sur les gens qui participent à la pool, et sans avoir à ce que l'issuer développe la pool. Ok. Tu as parlé de canton tout à l'heure. Ouais. Pour toi, sur quelle blockchain est-ce que l'infrastructure se fera? Partons du principe que on va plutôt partir sur une blockchain publique, c'est-à-dire accessible à tout le monde, où il n'y a pas de limitation pour effectuer les transactions. Tu penses qu'Ethereum, avec là les prochaines spécificités, enfin les améliorations qui sont en cours actuellement, les frais de transaction sur Ethereum ont énormément baissé. Il y a beaucoup plus de scalabilité qu'avant, c'est-à-dire qu'on est capable de faire beaucoup plus de transactions par seconde. Tu penses qu'Ethereum est en train de se métamorphoser pour accueillir cette finance on-chain, cette finance traditionnelle qui va migrer sur la blockchain? Ou tu vois d'autres acteurs comme Solana ou autres aussi tirer leur épingle du jeu? Non, j'ai l'impression que Ethereum, ils sont bien placés. Je pense que Ethereum et Solana, ils sont bien placés. Si tu regardes les stablecoins, et quand tu regardes en fait les plays de players traditionnels dans le monde du paiement qui adoptent les stablecoins pour leur infrastructure, donc ça peut être des Visa, Mastercard, ça peut être des boîtes comme WorldPay par exemple. En gros, globalement, c'est toujours soit Solana, WorldPay par exemple, il me semble qu'il y a toute une partie des trucs qu'ils développent qui est sur Solana, soit Ethereum. C'est jamais, en tout cas, de L2 ou de solutions au-dessus d'Ethereum. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Comment ça va évoluer, je suis pas certain. Enfin, je saurais pas dire. Mais bon, j'ai l'impression que si Ethereum continue à régler ses problèmes et continue à bien fonctionner et avoir des frais qui sont très limités, et que Solana aussi apporte un peu plus de confiance sur la stabilité du réseau, potentiellement un peu la centralisation, la décentralisation. Peut-être que ce seront les deux winners. Ok. Et après, voilà, sur le côté un peu plus spéculation, investissement, c'est pas parce qu'en fait Ethereum est utilisé par tout le monde que le prix de l'Ether va forcément monter. Parce qu'il y en a beaucoup qui font la comparaison avec le pétrole, en fait, qui disent que justement, c'est quand le prix est très bas du pétrole que l'économie marche à plein régime. Alors que quand le prix est élevé, en fait, ça a tendance à freiner. Ouais, c'est vrai. Toi, tu penses que c'est à peu près ça ou... C'est vrai qu'en tout cas, il n'y a pas trop de corrélation entre les prix et l'adoption des stablecoins, par exemple. Parce que si tu regardes la courbe de stablecoin, qui est donc du coup, il y a eu beaucoup d'Ethereum, enfin Ethereum explique beaucoup l'augmentation de la market cap de stablecoin et du volume de transactions, et que tu compares avec la courbe de l'Ether, c'est pas tout à fait parallèle, quoi. Donc effectivement, il n'y a pas l'air d'avoir une corrélation très nette. Ok. Tu as parlé de Chainlink aussi. Toi, c'est quoi les autres projets ou autres sociétés qui peuvent bien s'imbriquer dans ce nouveau monde de finances traditionnelles sur la blockchain? Alors, il y a plusieurs briques. Donc, d'un côté, tu as les custodians, qui sont donc les boîtes comme BitGo, Fireblocks, Anchorage, qui font donc de la custody crypto et qui demain feront de la custody de tokenized assets pour des banques et des institutions financières. Ça, c'est une grosse partie, enfin, c'est la partie vraiment essentielle. Ensuite, tu as toute la partie... si on parle spécifiquement de la tokenisation, il y a des boîtes comme Securitize, par exemple, qui permettent à des issuers et à des banques qui ne veulent pas faire ça eux-mêmes de pouvoir tokeniser les actifs et de pouvoir faire ça de manière compliant. Par exemple, Securitize, c'est eux qui s'occupent de la tokenisation de ceux qui sont derrière Beetle, par exemple, de BlackRock. Ensuite, on parlait tout à l'heure de réunir des produits tokenisés entre eux, de créer de l'interopérabilité une fois que tous ces produits sont créés on-chain. Ça, les briques qui vont permettre de faire ça, c'est beaucoup de choses que construit Chainlink en ce moment. Et ensuite, tu as toute la partie un peu moins sexy, mais tout aussi nécessaire, autour de la compliance et du back-office. Sur la compliance pure, il y a des boîtes comme Chainalysis, par exemple, ou Elliptic, qui scannent les blockchains et qui s'assurent que tous ces actifs-là n'interagissent pas avec des adresses qui ont été sanctionnées ou des choses comme ça. Et plutôt la partie back-office, c'est des boîtes comme la nôtre qui s'assureront que toutes les transactions qui se passent sur ces blockchains et qui se passent dans ce monde-là, qu'il y a un process automatique
qui va en gros qui va récupérer ces transactions, les processer, et qui va se connecter au core banking system de la banque ou au système de reporting, de fund admin. Si c'est un fonds, au système traditionnel qui sont utilisés pour faire le reporting pour le reste de l'activité de la boîte. Et donc, nous, notre rôle, c'est de faire un peu le lien entre les deux, quoi. Mais globalement, c'est un peu ça. Bon, il y en a plein d'autres après sur les transactions, etc. Mais globalement, c'est un peu ça les briques. Ok. On en parlait tout à l'heure de Circle et de leur introduction en bourse. Euh, avant, avant 2024, ouais, on peut dire ça comme ça, même si Coinbase faisait un peu exception, il y avait très peu de sociétés crypto qui se lançaient en bourse. Beaucoup avaient tendance plutôt à lancer un token, Ouais. etc. Donc la tendance s'inverse quand même. Ouais. Toi, tu vois quand même de plus en plus de boîtes qui vont se lancer en bourse. On parlait tout à l'heure de MetaMask et tu parlais de Consensus, qui prévoit aussi de s'introduire en bourse. Est-ce que tu peux nous dire un peu rapidement qu'est-ce que ça change pour une société initialement de la crypto, de s'introduire en bourse? Est-ce qu'on doit remettre à plat tous ses comptes? Comment est-ce que comment ça se passe? Alors, la manière dont ça se passe, c'est que il y a tout un tas de standards qui sont demandés, qui s'imposent aux boîtes publiques. Aux États-Unis, c'est le marché sur lequel ces standards sont le plus stricts par rapport à d'autres marchés publics en Europe. C'est-à-dire qu'ils vraiment, ils déconnent pas. Et la SEC, ils déconnent pas. Et donc, ces standards, ils s'appliquent à la manière dont tu clôtures tes comptes, ils s'appliquent à tes process de compliance, etc. La problématique principale, c'est que tu dois être capable de pouvoir démontrer non seulement que tu peux clôturer tes comptes très rapidement, parce qu'une boîte publique, ça doit être dans la capacité de pouvoir clôturer ses comptes tous les jours, par exemple. Quand le standard, normalement, c'est plutôt de le faire tous les mois. Tu dis clôturer les comptes, juste pour les gens qui ne sont pas très calés en comptabilité, c'est savoir ton passif et ton actif instantanément, ça? Exactement. C'est de pouvoir produire des états financiers, donc de récupérer l'intégralité des transactions qu'a fait ton business dans la journée, et de pouvoir en produire des états financiers. Et aujourd'hui, la majorité des boîtes en crypto et en dehors de la crypto clôturent leurs comptes tous les mois. Donc ça, c'est une partie, c'est pas l'alpha et l'oméga, mais c'est une partie. Mais surtout, la partie la plus importante, c'est que tu dois permettre de prouver que tu as ce qu'on appelle des contrôles internes à toute étape de ton processus de clôture. Donc en gros, de manière très schématique et assez simple, si tu es une boîte crypto et que tu veux donc clôturer tes comptes, produire tes états financiers, tu dois aller lire tes transactions sur les blockchains que tu as faites via tes wallets pendant la journée. Aussi, tu as fait des trades sur des exchanges, tu dois aller récupérer cette donnée-là. Tu dois processer cette donnée-là, la valoriser, la labelliser, etc. pour identifier que telle transaction, c'est un paiement que tu as fait, un paiement de marketing, quel truc c'est un truc de salaire, tel truc c'est un reward d'une pool de DeFi, etc. Tu dois identifier tout ça. Et ensuite, donc, labelliser et ensuite transformer cette donnée-là en écriture comptable. Et généralement, tu vas pousser toute cette donnée-là dans un système comptable qui est ce qu'on appelle un ERP, qui sont des systèmes que toutes les boîtes utilisent pour faire la comptabilité et qui est généralement, dans le cas des boîtes crypto, qui est connecté à toute la partie fiat du business. Donc, ils vont être connectés à toute la partie compte en banque, etc. Donc, tu vas faire ça tous les jours. Et le problème de la crypto, c'est que à toutes ces étapes, ça peut mal se passer. Ça peut mal se passer parce que les fondations qui te permettent de faire tous ces trucs-là sont assez fragiles. Sur la première étape, en fait, récupérer des informations depuis la blockchain ou depuis les exchanges, c'est quelque chose qui est compliqué. Si tu fais 3 transactions sur Ethereum, tu peux aller sur Etherscan, tu vas récupérer tes transactions. Si tu fais beaucoup de transactions sur plein de réseaux différents, ton auditeur, il va pas vouloir que tu ailles récupérer les données sur les explorers où tu peux parler à personne. C'est sûr que s'il y a 1 million de transactions à les récupérer sur un explorer, tu parlais de MetaMask tout à l'heure. Voilà. De MetaMask, j'imagine que c'est via leur système de swap où ils permettent aux gens de faire un échange Exactement. directement dans le wallet. Et ça va. Un contrat prélève le fee et ça va directement dans le revenu de Consensus. Ouais. Donc nous, c'est ça qu'on traque. Millions par jour. Ouais, exactement. Donc nous, c'est ça qu'on traque. Et ça, c'était ça l'est toujours, je sais pas, c'est 7 ou 8 protocoles différents. Je crois qu'il n'y a même pas de blacklisting d'assets. Donc ça veut dire que ça peut être sur n'importe quel type d'asset. Donc ça fait beaucoup d'assets
beaucoup de protocoles. Ouais, parce que tous les tokens qui sont émis sur Ethereum ou sur d'autres blockchains, c'est-à-dire potentiellement des millions. Exactement. Donc récupérer cette donnée-là, c'est vraiment pas trivial. Donc ça peut très mal se passer. Tu peux rater des transactions, tu peux ne pas réussir à récupérer les transactions parce que ton nœud il est down. Enfin, il peut se passer plein de choses. Au niveau du pricing, il y a plein de difficultés aussi au niveau pour pricer ces transactions, particulièrement pour les tokens un peu long tail, tu vois, low cap. Où est-ce que tu peux récupérer les prix? Est-ce que je récupère les prix sur CoinMarketCap? Est-ce que je récupère les prix directement sur un exchange? Sur CoinGecko, c'est jamais les mêmes prix partout. C'est jamais les mêmes prix partout. De temps en temps, c'est disponible, de temps en temps, c'est pas disponible. Tu peux avoir cet actif-là, aujourd'hui, il a $10 000 de trading volume. Et en fait, là, je regarde le montant que j'ai collecté, et si j'applique le prix qu'il me donne aujourd'hui, c'est genre $5 000. Est-ce que vraiment tu veux pricer un truc à $5 000 quand en fait la réalité c'est qu'aujourd'hui, la totalité de ce qui a été vendu et acheté c'est $10 000, ce qui veut dire globalement que si tu veux vendre ton truc à $5 000, tu n'y arriveras pas. Donc il y a plein de questions comme ça autour du pricing. Enfin bref, on va pas faire toutes les étapes, mais donc il y a plein de choses qui peuvent mal se passer. Et donc les boîtes, elles doivent mettre en place des contrôles qui permettent de mitiguer un peu de se protéger contre ces différents risques. Et donc, il doit faire ça de manière à ce qu'un auditeur, un Big Four, qui audite la boîte avant qu'elle soit publique, elle puisse avoir vraiment confiance dans ce processus, la manière dont ils le font, de manière à ce qu'ils puissent avoir confiance, in fine, sur la qualité des états financiers qui sont postés. Et doit faire ça dans un contexte où ce serait bien qu'ils finissent par arriver à le faire tous les jours. Et donc ça nécessite un lift un peu énorme dans la manière dont ces boîtes opèrent. Parce que les boîtes hors crypto le font tous les jours, hein, elles? Ou elles n'ont pas d'obligation Alors, elles ont pas, c'est plutôt un truc sur lequel la plupart des boîtes essaient de tendre. Et même s'ils ne clôturent pas officiellement, en fait, il y a quand même ce process de... Ils clôturent, quand je dis officiellement, ça veut dire qu'ils ne vont pas publier des états financiers tous les jours. Donc les boîtes publiques, ça veut dire public parce que leurs états financiers sont publics. Donc ces états financiers, ils ne vont pas être publics. Généralement, ils les sortent tous les mois ou ils les sortent tous les quarters. Mais un des contrôles en fait, que demandent la SEC et les régulateurs, c'est dans la capacité de pouvoir faire des soft close, donc de pouvoir closer en fait, tous les jours de manière à être prêt au moment où tu dois sortir tes états financiers et que tu n'aies pas à taper la clôture de tout ton quarter ou de tout ton mois, en sachant que tu dois sortir tes états financiers 2 semaines après. Quoi. Ok. Tu disais au début du podcast que tu aimais bien les business chiants où il n'y avait pas grand monde qui se positionnait dessus. Ouais. Quelqu'un qui voudrait lancer une boîte, que ce soit dans la crypto d'ailleurs ou même pas forcément, tu lui conseilles de regarder quels sujets qui sont chiants pour la majorité des gens? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a... Alors, aujourd'hui, il y a quand même les sujets... Je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui sont excités par les sujets chiants, donc j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de trucs qui sont... Surtout qu'en plus, le marché devient de plus en plus institutionnel, etc. Donc ça ramène des gens qui sont... Chiants. Qui sont un peu chiants. Il y a un vrai sujet autour de ce qu'on appelle genre les genre messaging network, c'est-à-dire en gros, si tu regardes Visa, Mastercard, Swift, c'est pas juste seulement des boîtes de paiement, mais ce qui permettent, c'est de créer le transfert d'informations entre les différents parties prenantes du système de paiement, de manière à garantir un peu la fiabilité et la compliance des transactions. Donc c'est non seulement quand tu fais dans un monde où les stablecoins deviennent vraiment la monnaie, l'outil utilisé par toutes les boîtes et tous les individus, il va falloir recréer une partie de ce layer de messagerie qui vit en parallèle des transactions et qui permet à ces transactions de pouvoir être réalisées. Et souvent, en fait, on a la vision du paiement comme vraiment juste du paiement, en gros, quoi. Donc, il y a de l'argent qui bouge d'un endroit A à un endroit B. Mais pour qu'il y ait de l'argent qui bouge d'un endroit A à un endroit B, il faut qu'il y ait plein d'éléments de data qui passent de l'endroit A à un endroit B en parallèle du paiement. Et donc, il y a une opportunité de pouvoir... il y a plusieurs boîtes qui bossent là-dessus. Et je dois dire que c'est pas un sujet sur lequel je suis très, très deep,
où je vois vraiment la taille de l'opportunité potentielle, qui est de pouvoir soit en fait réfléchir à comment tu peux, au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de transactions crypto, comment tu peux lier ça au système traditionnel, donc que ce soit Swift, que ce soit Visa, Mastercard, ou comment tu peux aussi créer des systèmes qui sont natifs à la crypto. Il y a par exemple une boîte que je connais bien qui bosse là-dessus, qui est hyper intéressante et qui est globalement, si tu vois de l'extérieur, globalement assez chiant, quoi. Je sais pas si c'est aussi chiant que nous, mais c'est globalement assez chiant, mais c'est vraiment une top boîte. C'est une boîte qui s'appelle Nota Bene. Et Nota Bene, ils ont commencé par développer une solution qui permet de répondre à une problématique réglementaire qui s'appelle le Travel Rule, qui est en gros une règle qui oblige quand tu as des échanges, quand tu as des transactions d'un échange à un autre, enfin en gros ce qu'on appelle les VASP, enfin d'un acteur régulé à un autre acteur régulé, tu dois avoir transfert d'informations sur en gros le KYC de la personne qui a fait la transaction, et donc ils doivent transférer ça. Une galère sans nom, quand tu pars de zéro, une galère sans nom de développer un truc qui permet de faire ça. Et donc ils créent le système de messagerie, enfin la plateforme qui permet à ces acteurs régulés de pouvoir se balancer les informations. Mais in fine, en fait, la vision de la boîte, c'est vraiment d'essayer de créer un peu ce Swift de la crypto. Et c'est hyper early. Et je pense qu'il y a plein de manières dont aborder le sujet, peut-être sur des types de transactions différentes, etc. Mais je pense qu'il y a plein d'opportunités là-bas. Et en fait, comme tous les sujets chiants, au début, ils ont l'air un peu chiants. Mais en fait, ce qui est excitant, c'est la taille de l'opportunité que ça représente. Et je pense qu'assez rapidement, quand tu mets les mains dedans, en fait, tu te réalises que c'est hyper intéressant. La crypto est de plus en plus institutionnelle. Et qu'on le veuille ou non, en fait, je pense que toi, tu le vois, et que aussi tu es dans l'écosystème depuis longtemps. Les gens changent un peu, et les gens qui étaient un peu les gens qui prenaient le plus de place et qui faisaient le plus de bruit prennent moins de place et font moins de place et prennent moins de place et font moins de bruit. Des gens qui aiment ça et des gens qui n'aiment pas ça. Moi, la raison pour laquelle je fais ce que je fais, elle a quand même évolué. J'ai dû aussi évoluer personnellement. Quand j'ai commencé, j'étais très le truc que je disais tout à l'heure, le truc un peu naïf où la crypto va tout niquer et on va remplacer les banques, etc. Aujourd'hui, enfin voilà, on a dû un peu accepter la réalité. Mais ça ne veut pas dire que la crypto est morte. Je pense que il y a tout avec tous les sujets dont on a parlé, c'est in fine des choses qui vont, tous ces produits, cette nouvelle technologie, c'est des choses qui, je pense, peuvent avoir un impact assez profond sur le monde et d'abord sur les marchés, mais après sur le monde et peut-être un peu sur les gens. Et donc, il y a des raisons de rester optimiste et il y a des bons business à créer. Dans 5 ans, pour toi, c'est qui le ou les prochains Tether, les grosses boîtes qui vont tirer leur épingle du jeu qui existent déjà, parce qu'il y en aura peut-être qui n'existent pas encore. Je pense que ce sera une ou deux très grosses banques aux États-Unis qui auront. Je pense qu'il y aura plusieurs types sur la partie stablecoin. Il y en aura qui auront réussi à introduire leur actif comme un peu l'actif de settlement qui permet à différentes institutions financières d'utiliser cet actif pour les transferts interbancaires. Donc il y a JP Morgan qui le fait, mais très au sein de JP Morgan. Il y aura sans doute une ou deux banques qui vont avoir des approches un peu différentes et qui vont permettre de développer leur actif ou peut-être quelques actifs qui vont être un peu cet actif de settlement que l'intégralité des institutions financières vont utiliser. Ça peut être JP Morgan, ça peut être Bank of America, ça peut être je ne sais pas qui, mais ce sera un de ceux-là. Et après, ce qui est vraiment très intéressant, c'est dans le monde du paiement, de voir comment ça va évoluer. Parce que dans le monde du paiement, ce que tu vois, c'est que il y a Stripe qui a initié un peu la hype et l'excitation générale. Et donc aujourd'hui, il y a une sorte de FOMO, mais incroyable, de la part de tous les acteurs du paiement traditionnel. Visa et Mastercard en premier, mais il n'y a pas que. Autour de il faut qu'on se positionne. Et donc ils ont été Visa et Mastercard dans cette de course à l'acquisition, où évidemment c'est très difficile de redévelopper une stablecoin infrastructure from scratch, et il y a des acteurs qui font ça bien, mais il n'y en a pas non plus des centaines, et donc ils essayent comme ça de trouver les boîtes à racheter. Donc il y a des boîtes qui s'appellent BVNK, une boîte qui s'appelle Zero H qui est en train d'être rachetée par Mastercard, et donc ce qui va être assez intéressant, c'est de voir est-ce que cette stratégie d'acquisition
va faire que Mastercard et Visa seront alors dans 5 ans, oui, mais dans 15 ans, 20 ans, ce seront toujours tu vois, les géants que c'est aujourd'hui, ou est-ce qu'en fait, on va voir des acteurs plus crypto-natifs émerger, ou des acteurs existants en fait jouer cette transition de meilleure manière que ces acteurs aujourd'hui qui foncent, font leur acquisition et ensuite réfléchissent, quoi. Comme Tether, par exemple, Tether, par exemple. qui est très actif en Afrique. Hein, qui est très actif en Afrique. Très bien. Exactement. Donc dans le paiement, ça va être assez intéressant de voir qui va gagner. Ok. Bah, merci beaucoup, Antoine. Merci, Robin. On suivra ça dans le futur. Ouais, on suivra dans le futur. Salut. Salut.